Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, que se passe-t-il entre Rabat et Paris? Contrairement à ce que le président français Emmanuel Macron a déclaré le 27 février, les relations diplomatiques entre les deux pays ne seraient ni amicales ni bonnes, selon les autorités marocaines. Décryptage dans la suite de cette édition. Bola Tinubu, 70 ans, a remporté la course serrée à la succession du président sortant Muhammadu Buhari au Nigeria. Cependant, la victoire du leader du parti au pouvoir est contestée par ses principaux rivaux de l'opposition qui comptent saisir la justice. Et puis, en République démocratique du Congo, AMS Agro fait le pari de l'autosuffisance alimentaire. La PME locale a décidé de relever le défi du gouvernement afin de contribuer à nourrir les 90 millions d'habitants. Mais tout d'abord, le Gabon, puis l'Angola. Le président français Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Afrique centrale. La tournée qu'il clôturera à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après une escale au Congo-Brazzaville voisin. La République démocratique du Congo, qui est considérée comme une étape majeure de la nouvelle opération de séduction lancée par le président Macron en terre africaine. Avec son sous-sol riche en minerais et ses terres rares, le plus grand pays francophone au monde, après la France, c'est un partenaire économique non négligeable. À noter que le sentiment anti-français y a gagné du terrain ces dernières années. La France doit à présent s'imposer au milieu de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine. Une importante délégation d'acteurs économiques devrait ainsi accompagner le président français à Kinshasa, la santé et la culture figurant aussi à l'agenda du chef de l'État Emmanuel Macron. Si un camp parle de relations amicales, l'autre soutient le contraire. Les relations entre le Maroc et la France semblent pour le moins tendues ces derniers temps. Une visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc a plusieurs fois été reportée, notamment pour des raisons d'agenda, mais devait avoir lieu en ce premier trimestre 2023. Le Maroc n'a par ailleurs plus d'ambassadeur à Paris depuis début février et aucun remplaçant n'a encore été désigné. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce froid? Élément de réponse dans ce sujet d'Esther Conan et Ameneji. En voulant décrire l'état de la relation entre la France et le Maroc lors de sa conférence de presse, après son discours sur la nouvelle relation entre la France et l'Afrique le 27 février, Emmanuel Macron, qui avait qualifié ses relations personnelles avec le roi Mohamed VI, le souverain chérifien, d'amicales et qui le demeureront, s'est attiré une réponse claire et précise à travers la réplique d'un officiel marocain. Si le président français a indexé l'existence du problème entre les deux pays à travers l'affaire des écoutes ou encore un vote hostile contre le royaume du Maroc au Parlement européen, l'officiel du Maroc estime que reconnaître ces deux faits conduit à occulter volontairement une autre série de points, notamment la responsabilité au plus haut niveau des dirigeants français dans une série d'actes qui illustrent la relation dégradée entre les deux pays. Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements contre le Palais Royal et l'Élysée. Ces deux points ne sont que l'illustration de cette situation. D'autres points de tension ont été volontairement occultés, notamment la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire. L'implication des médias et de certains milieux français dans la genèse et la promotion de l'affaire Pegasus ne pouvait se faire sans une implication des autorités françaises, tout comme le vote du Parlement européen ne pouvait pas passer sans la mobilisation active du groupe Renews dominé par la majorité présidentielle française présidée par Stéphane Séjourné, dont les liens avec l'Élysée sont de notoriété publique. Par ailleurs, certaines affirmations du président français Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse ont clairement ravivé la très mauvaise appréciation des dirigeants marocains, notamment à travers une déclaration donnant l'impression que le Maghreb n'existait en réalité qu'au sein de sa diaspora en France. Le président français a déclaré, on le cite, « Si le Maghreb est une réalité géopolitique, c'est sans doute en France qu'elle se précipite, beaucoup plus en France que dans la région. » Des propos qui ont entraîné une observation ferme de l'officiel du Maroc. Ces propos sont aussi durs qu'inutiles. Ces affaires participent d'une offensive dont l'objectif est d'avoir un ascendant sur le Maroc
et de contenir ses choix internes et de politique étrangère. Le Maroc, devenu au cours de cette décennie une puissance continentale de référence dans plusieurs domaines, est un puissant partenaire avec lequel, pour plusieurs experts, la France ne peut se payer le luxe d'une relation conflictuelle au risque de voir sa nouvelle politique africaine s'enliser dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Les relations diplomatiques entre la France et le Maroc s'apparentent à ce que l'on peut qualifier de « je t'aime, moi non plus ». La France, qui a commencé petit à petit à perdre de sa superbe en Afrique, menacée par des puissances telles que la Chine, la Russie ou la Turquie, est aussi menacée par l'acteur francophone le plus concurrentiel en Afrique, le Maroc. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, le candidat de l'EPC et acteur politique de longue date, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle au Nigeria ce mercredi 1er mars avec plus de 36% des voix. Dans un discours, le 16e président élu du pays a promis de conduire les Nigérians vers la prospérité. Cependant, il fait déjà face à un premier obstacle, ses principaux challengers. L'outsider et ancien gouverneur Peter Obi et l'ancien vice-président Atiku Abubakar ont déclaré qu'ils contesteraient les résultats du scrutin controversé devant les tribunaux. Nathalie Mo. Le parti au pouvoir au Nigeria, le Congrès des progressistes, exulte après la victoire à l'élection présidentielle de son candidat, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Le résultat qui donne l'ex-gouverneur de l'État de Lagos pour vainqueur avec près de 36% des votes a été confirmé par la Commission nationale électorale indépendante nigériane le 1er mars 2023. Cette victoire permet au Congrès des progressistes, fondé en 2013, de conserver le pouvoir après 8 années tenues par le président sortant Muhammadu Buhari. Le 16e président élu du Nigeria, Bola Tinubu, 70 ans, s'est engagé à servir le peuple et à collaborer avec l'opposition. Vous avez voté pour une nation meilleure et pleine d'espoir et je vous remercie pour votre participation et votre dévouement à notre démocratie. Vous avez décidé de faire confiance à la vision démocratique d'un Nigeria fondé sur une prospérité partagée et nourrie par les idéaux d'unité, de justice, de paix et de tolérance. Un nouvel espoir est né au Nigeria. Happiness and harmony. C'est mon tour, clamait celui qui était jusqu'ici considéré comme un faiseur de roi au Nigeria tout au long de la campagne électorale. Élu par 8,8 millions de Nigérians dans 12 États du pays, Bola Tinubu devra déployer son programme de société centré sur la jeunesse au Nigeria, où sévit la violence dans certaines régions, une crise de devises persistante et une grave pénurie de carburant. L'homme politique a promis de réduire la pauvreté, soutenir l'agriculture et le secteur industriel, mais aussi améliorer les systèmes sanitaires et éducatifs. Avec votre soutien, je sais que cette promesse sera tenue. Vous et moi y parviendrons ensemble. Bola Tinubu a remporté un scrutin présidentiel disputé. Ses principaux concurrents Atiku Abubakar, ancien vice-président, et Peter Obi, ex-gouverneur de l'État d'Anambra, ont eux aussi remporté les élections dans 12 États du pays. L'opposition nigériane, qui conteste les résultats et dénonce des manipulations massives, appelle à l'annulation du vote et à une réorganisation du scrutin. En effet, Atiku Abubakar du LPP, Peter Obi, candidat du Labour Party, respectivement arrivé 2e et 3e lors de l'élection du 25 février, remportée officiellement par Bola Tinubu, vont saisir la justice pour contester les résultats. Les deux candidats se sont exprimés ce jeudi 2 mars pour dénoncer un processus entaché selon eux d'irrégularité. Les deux politiciens ont 21 jours à compter du jour où les résultats ont été annoncés pour contester le résultat devant la haute cour d'appel du Nigeria. La conservation des forêts du bassin du Congo était le principal sujet qui a animé le One Forest Summit, premier sommet mondial consacré à la protection des forêts qui s'est clôturé ce jeudi 2 mars à Libreville au Gabon. L'événement co-organisé par la France et le Gabon auquel le président français Emmanuel Macron a pris part avait pour but de réfléchir à des actions concrètes pour le climat.
Les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième plus grand puits de carbone du globe après l'Amazonie, d'où l'importance de les préserver et efficacement lutter contre le changement climatique, selon le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Dans cette optique, son homologue français Emmanuel Macron a notamment promis de mettre 100 millions d'euros additionnels à disposition des pays souhaitant accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité. Il a par ailleurs plaidé pour la création de mécanismes de récompense pour les pays qui gardent leurs forêts intactes ou qui mènent une politique de reboisement via des certificats biodiversité. L'agriculture en République démocratique du Congo est le principal pilier de l'activité économique. Une importance prise en compte par les autorités qui se traduit par un budget de 709 millions de dollars en hausse de 59% en 2023, soit l'équivalent de 5,3% du budget national. Le gouvernement encourage ainsi les acteurs du secteur à développer leurs activités. C'est le cas d'Ams Agro, une PME locale qui a décidé de joindre la mécanisation à l'expertise des terres, un pari salué par le gouvernement lors de la récolte de plus de 500 hectares de maïs dans les plantations de Mongota. Esther Conan. La situation socio-économique dans l'immensité des paysages ruraux congolais gravite autour de l'un des plus grands paradoxes, un potentiel agricole énorme, une population nombreuse et dynamique, constituée par des millions de jeunes en quête de travail. Les causes profondes des difficultés de l'agriculture congolaise sont liées au modèle économique actuel qui reste, malgré certains efforts de diversification, une économie de rente basée sur 4 rentes. La rente minière, la rente pétrolière, la rente foncière et la rente forestière. Ams Agro, une PME locale, a décidé de relever le défi du gouvernement afin de contribuer à nourrir les 90 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche. Du maïs, du manioc, une diversité de cultures et de l'élevage de bovins. Ams Agro, par sa modernité et sa technicité, incarne le nouveau défi du Congo qui veut réussir une transition agroéconomique pour vaincre le grand paradoxe rural congolais. Le pari de l'autosuffisance et l'urgent développement socio-économique doit permettre au Congo de limiter le recours à l'importation des produits pour lesquels il dispose pourtant d'un avantage comparatif avéré. La réussite de Ams Agro sur l'ensemble du territoire limitera la dépense des sommes importantes en devises de la RD Congo pour couvrir ses besoins en denrées alimentaires. Un pari dont est convaincu Senga Barianze, le ministre de l'Agriculture, représentant personnel du chef de l'État, lors de cette importante récolte sur les plantations de Muntanga. Je voudrais, de prime abord, présenter les salutations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voulait être présent à ces cérémonies. Notre travail en tant que ministre de l'Agriculture, ce n'est pas dans les bureaux climatisés. C'est avec les petits agriculteurs, c'est avec les maraîchers, c'est avec tout ce monde qui nous nourrissent. Avec sa terre fertile, sa pluviométrie régulière et sa population jeune rurale pourrait contribuer à nourrir 25% de l'humanité moyennant des investissements et une politique agricole adéquate. Le Congo veut renouer avec le retour de la confiance des investisseurs privés dans les cultures de consommation locale d'exportation, batailler contre la carence en intra-agricole, revigorer les organisations paysannes et surmonter l'insuffisance des infrastructures locales
de transformation, stockage, commercialisation et transformation. Un ensemble de défis dont AMS Agro se veut une vitrine de référence pour la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Sécurité sanitaire des aliments. En Côte d'Ivoire, les autorités luttent contre l'insalubrité qui règne souvent dans les restaurants de fortune ouverts communément appelés garbadromes. Très plébiscité par les Ivoiriens, le gouvernement encourage les tenanciers de garbadromes à rendre les lieux plus propres et respecter les règles d'hygiène. Découverte dans ce sujet de Marcel Kouassi. Le garba est un plat typique de la gastronomie ivoirienne, composé de la semoule de manioc, communément appelée atiéké, de thon, piment, oignons et tomates. Le garba est le repas favori des Ivoiriens. À Abidjan, ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, des bistrots plus connus sous le nom de garbadrome ont fait de cette assiette leur spécialité. Ici, avec un budget oscillant entre 150 et 500 francs, l'on mange à satiété. Cependant, dans les lieux de restauration, l'on note pour la plupart le non-respect de certaines mesures d'hygiène. Une situation déplorée par les consommateurs. Je préfère les garbas du quartier parce que c'est bien fait normalement. Ils doivent juste ajouter un peu plus de peut-être propriété, ajouter plus de moyens à leur environnement. Sinon ça va, on ne se plaint pas, ça va. Je trouve le gaba d'ici que le gaba est délicieux, c'est juste la propriété. Si peut-être il a mis un peu les moyens pour arranger un peu, je trouve que ce serait moyen. Malgré les risques sanitaires encourus, les consommateurs restent fidèles à ces buis-buis qui utilisent la recette traditionnelle du garba afin de garantir l'authenticité de son goût. Toutefois, ce manque d'hygiène a des conséquences négatives sur la santé. L'hygiène du garbadrome laisse à désirer, c'est-à-dire tout ce qui est facteur hygiénique n'est pas vraiment respecté par les commerçants. Quand est-ce qu'on mange dans un lieu non solubre, automatiquement il faut comprendre qu'on s'expose à des maladies diarrhétiques, au choléra, aux infections alimentaires. J'aimerais conseiller aux consommateurs du garba et aux commerçants, bien sûr, c'est de se laver régulièrement les mains, d'éviter tout ce qui est contact direct des mains avec l'argent et la nourriture. Heureusement, sur le marché, on peut trouver pas mal d'accessoires pour se protéger. Dans la ville d'Abidjan, il existe plus de 2000 garbadromes. Et pour préserver et garantir la santé de la population, le gouvernement encourage les tenanciers de garbadromes à rendre plus propres et respecter les règles d'hygiène dans ces restaurants très courus. Dans du roi Mohamed VI, la nouvelle académie du Raja Club Athlétique de Casablanca, installée dans un cadre alliant modernité et excellence, ambitionne de devenir le principal pourvoyeur de talents pour les équipes nationales de football du Maroc. La nouvelle académie, située à Bouskoura, à une vingtaine de kilomètres du centre de Casablanca, accueille actuellement 25 jeunes footballeurs venus de différentes régions du royaume. La saison prochaine, les jeunes footballeurs du Raja pourront également y étudier. Chez Koumar Kamara. L'Académie du Raja Club Athlétique de Casablanca, lancée le 22 septembre 2022 en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, a vocation à être un lieu de développement des talents de football. L'Académie s'étend sur une superficie de 7,5 hectares et dispose de 2 grands terrains de football en gazon naturel et artificiel, 4 mini-terrains synthétiques pour le mini-football, une salle de musculation, une salle de rééducation, un centre médical, un restaurant et une résidence d'une capacité totale de 84 lits. Ce bijou nous a été offert par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui fait suite au parcours de notre club, le Raja Club Athlétique, lors de la Coupe du Monde des clubs en 2013, qui entre un petit peu dans le contexte actuel et de votre présence ici au Maroc. Donc effectivement, on avait participé en tant que représentant de terre d'accueil. Du coup, on avait atteint la finale contre le Bayern Munich. Un exploit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, et qui a fait connaître encore bien plus notre club sur les différents continents à travers le monde. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de cette académie.
Outre la formation au football, le centre attache une importance particulière à la scolarisation des jeunes. En fait, des jeunes sont formés pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Une combinaison de sport et d'études fait partie des offres de l'académie. Essayer de ressortir la meilleure expérience possible pour le développement des jeunes joueurs. C'est un petit peu l'objectif aussi de cette académie. Étant donné que cette académie, oui, il y a un entraînement qui est fait, qui est dédié pour l'équipe première, mais c'est essentiellement basé sur la formation de nos jeunes. Effectivement, on travaille sur ce projet-là pour essayer d'offrir les meilleures conditions possibles à nos jeunes, sportivement parlant, mais aussi pédagogiquement, intellectuellement. Oui, le rêve de nos jeunes, c'est d'intégrer l'équipe senior. Le rêve est à portée de main. Fondé en 1949, le Raja Club Athlétique est le troisième club marocain le plus titré après le Wydad Athletic Club de Casablanca et l'association sportive des forces armées royales. Pourvoyeur de talent, les clubs marocains accueillent depuis des décennies de nombreux joueurs qui ont intégré le football national et international selon Hamza Saïri. Actuellement, 4 joueurs de U17 sont sélectionnés en équipe nationale en vue de la Coupe d'Afrique de la catégorie prévue en Algérie du 29 avril au 17 mai 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.